Et bonsoir le chat. Comment allez-vous? Ce soir, nous accueillons Maxime D, qui va nous parler d'observabilité. Je serai son scribe, son transmetteur de chat, donc n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez dans le chat et je lui passerai vos questions, vos remarques, etc. Maxime, the stage is yours. Eh bien, c'est parti. Donc, moi, je vais parler d'observabilité parce que ça résout des problèmes hyper concrets qu'on a au quotidien. Je vais en lister quelques-uns qui seront des problèmes qui sont gênants si vous n'avez pas d'observabilité, mais qui... Ah, et on t'entend plus, Max. Ton son a coupé. Ça a coupé à pas d'observabilité et d'un coup d'un seul. Évidemment, des tests ont été faits en amont, tout marchait bien en amont, vous imaginez bien. Tout a été, euh, tout a été testé. Ce sont les aléas du direct. Avant la coupure, c'était bien, ouais, c'était vraiment cool avant la coupure. Je vais remettre que ma tête pour te laisser gérer ça tranquille, donc je te vois plus, je te laisse me dire quand c'est de nouveau ok. Ouais, ça a coupé comme une envie de kebab, quoi. C'est vraiment arrivé d'un coup. Euh, pas vu venir. Là, Euh, tu m'entends? et ouais, on t'entend de nouveau. Et on t'entend plus. On te re-entend plus. Non. Ah, comme quoi tu m'entends, etc. Ça arrive pas que sur Meet, hein, ça le fait aussi sur Bon, Discord. bonjour. Salut Lisa. Problème de pile du casque? Peut-être, mais je crois que Maxime a complètement live, donc il nous entendra pas. Euh, on va voir, il va revenir, tout va bien aller. Et sinon, si ça va pas, qui c'est qui fait une présentation sur son sujet en impro? Je sais pas, demande à l'IA. L'IA? Ah, on Non, a eu de, un de quelque faire la chose, présentation. Max. Ouais, je sais pas trop. Désolé. Pas de problème. Peut-être une Deuxième question de journée. pile de ton casque? Bah, je sais pas. Je sais pas. Bon, on va voir. On espère que Ouais, on va on dire que espère ça que ça va va tenir. tenir. Ouais. Bon, bah, si on... bah, tu me dis quand je reprends. C'est quand tu veux. Alors, Ok. nous, on peut raconter des blagues pendant 2 heures, mais je pense que c'est plus intéressant si tu fais ta presse. Ça roule. Let's go. Hop, je me remets mon petit chrono. Et voilà. Ouais, donc bah, je vais Et tes reprendre. Donc slides, s'il te l'observabilité. plaît. Ah, Pardon? attends, c'est peut-être que moi qui les vois pas. C'est moi, c'est mon mauvais, excuse-moi. De plus. Vas-y, je te laisse la scène. Ok. Donc ouais, l'observabilité, ça résout plein de problèmes. Donc il y a des problèmes qui sont vraiment embêtants quand vous n'avez pas d'observabilité, que je vais citer, mais qui seront des problèmes qui soit vont disparaître, soit c'est des problèmes qui deviendront des problèmes finalement tout à fait gérables. Donc par exemple, le genre de problème qu'on a quand on n'a pas d'observabilité, c'est par exemple si vous ne connaissez pas l'usage de vos endpoints. Vous ne savez pas qui les appelle précisément, vous ne connaissez pas à quelle fréquence. Et donc, bah, le symptôme, c'est que vous vous trouvez peut-être dans une situation inconfortable au moment en fait, où vous voulez décommissionner ces endpoints. Bah, c'est-à-dire que peut-être même vous devez aller voir différentes équipes pour savoir s'ils sont appelés. Et donc, bah, forcément, c'est toujours un peu fastidieux. Et vous vous trouvez peut-être même dans une situation qui est encore pire, où vous vous retrouvez à maintenir des endpoints et vous savez même plus s'ils sont utilisés ou pas. Et donc, bah, dans le doute, vous les laissez et donc vous les maintenez, eux, et puis le code qu'il y a derrière, évidemment. Il y a aussi si vous subissez votre support. Est-ce que tes slides doivent changer parce que là, nous, on est encore sur le Non, premier non, slide. Ok, autant pour moi. ouais, parce que j'étais feignant. Euh, Excuse-moi, excuse-moi. euh, non, pas de souci. Du coup, il y a si vous subissez votre support. Si quand on vient vous voir, c'est toujours un peu trop tard. C'est-à-dire que c'est le problème, il a déjà touché plein de clients, il est là depuis un certain temps en prod, et il est peut-être encore en prod. Et donc, à chaque fois qu'on vient vous voir pour ce genre de problème, il faut résoudre le problème dans l'urgence parce que le problème, il est déjà gros en fait. Et donc, bah, si vous êtes dans cette situation-là, bah, le support, c'est sûrement quelque chose que vous détestez aujourd'hui.
Et en parlant de support, il y a plein de cas qui sont hyper durs à gérer pour vous. Ça va être pour tout ce qui est difficile à reproduire. Ça va être le genre de bug où ça arrive, mais que en production. C'est le genre de bug qui arrive que de temps en temps et vous n'arrivez pas à trouver qu'est-ce qui se passe à ces moments-là qui fait que ça bug. Ou alors ça peut être aussi, ça arrive sur certains clients, mais vous voyez mal ce qu'ils ont en commun en fait. Donc ça, c'est des problèmes, quand vous n'avez pas d'observabilité, c'est infernal à résoudre. Il y a aussi, par exemple, vous avez un batch qui n'a pas tourné une nuit, et vous voyez les conséquences, mais vous n'avez aucun log qui vous dit, en fait, pourquoi ça n'a pas tourné. Ça, pareil, c'est hyper dur à voir. Et après, vous avez tout ce qui est, par exemple, toutes les infos qui sont dures à voir sur votre système. C'est typiquement votre appli. Il y a un client qui se plaint un jour, qui se dit votre appli elle est vachement plus lente qu'avant. Il se dit, si ça se trouve, il se dit ouais, il y a 6 mois, j'avais l'impression que ça allait plus vite. Et vous savez pas trop, est-ce que c'est une impression ou est-ce que effectivement vous avez cette sensation, vous savez pas dire pourquoi en tout cas. Et puis ben, il va y avoir d'autres problèmes qui sont hyper durs à trouver. Ça va être, je vais en avoir d'autres comme ça. Ça va être par exemple les fuites mémoire pour trouver qu'est-ce qui cause ça. Qu'est-ce qui fait que votre base de données, elle est saturée d'un coup? Et il y a tout un tas de problèmes qui sont finalement assez graves et qui sont, enfin assez graves et qui sont durs à résoudre quand on n'a pas cette stack-là. Donc ces problèmes-là, j'en ai cité quelques-uns, c'est pas exhaustif. Mais en tout cas, l'observabilité, soit elle les corrige, on les a plus, soit elle permet de les régler de façon simple. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis, ça doit faire 2 ans maintenant. Et vraiment, donc il résout ces problématiques, mais il en résout d'autres aussi. C'est un outil qui est hyper puissant. Moi, j'utilise au quotidien et je me vois vraiment pas travailler sans, vraiment. Et le truc, c'est que il y a 2 ans à peine, j'avais aucune idée de ce que c'était, et enfin, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve ça fou parce que l'observabilité, c'est quelque chose qui est utilisé dans plein d'entreprises. En termes de tooling, de standards, c'est quelque chose qui est mûr. Les problèmes que ça résout, c'est vraiment pas des problèmes underground. Enfin, voilà. Et donc, bah, moi, ce que j'aurais vraiment aimé entendre parler plus tôt, et maintenant que j'ai un peu de recul dessus, bah, je m'étais dit que ça serait bien de faire un talk pour en parler. C'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Et donc, l'idée, c'est qu'on va voir des problématiques concrètes, et donc en quoi l'observabilité peut apporter des solutions que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise, très concrètement. Hop. Donc, moi, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, Maxime Dezette, je suis développeur. Donc j'ai une forte appétence craft parce que j'avais compris assez tôt que c'était un moyen de façon tout à fait égoïste d'avoir un travail qui est plus agréable et en plus c'est gagnant-gagnant parce que ça permet d'avoir plus d'impact. Et puis j'ai eu de la chance d'entendre parler dès ma formation, donc c'est quelque chose que j'ai tout de suite cherché. Et s'il y a 2 ans j'entends parler de l'observabilité, c'est surtout qu'il y a 2 ans ben, je rejoins Agicap. Et j'avais vraiment envie de les rejoindre parce que je m'étais fait l'image d'une entreprise qui était mûre sur les sujets craft. Parce que ben, il y avait pas mal de speakers d'Agicap dans des confs ou dans des meet-up avec qui j'avais pu discuter ou voir leurs confs. Et je m'étais fait l'image d'entreprise qui était mûre sur, par exemple, le DDD, sur les tests, le TDD. Il y avait même certaines équipes qui étaient en déploiement continu. Et donc, moi, j'ai rejoint l'équipe. Ah oui, j'ai même pas dit ce que c'était Agicap. Donc, Agicap, c'est une scale-up qui fait un logiciel de gestion de trésorerie pour les entreprises. Donc, c'est un SaaS. Et vraiment, toute l'image que j'avais, en fait, vraiment, c'est vrai. Pour le coup, ça fait 2 ans que je les rejoins, c'est vraiment mon plan. Et moi, je les rejoins en plus sur un scope qui est particulier, c'est le scope du paiement. Et donc, c'est vraiment un scope critique. C'est-à-dire que, bah, comme son nom l'indique, on permet aux entreprises de payer notamment leurs fournisseurs. Donc, évidemment, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur sur ce scope-là. Et malgré cette contrainte-là, bah, nous, on est 2 squads sur le sujet, donc bah, c'est 5 techs à chaque fois. Et on a une vingtaine de mises en prod, donc on livre vingtaine de mises en prod par jour. On livre vite, on livre de la valeur, donc ça on le mesure. Et si toutes les techniques de craft, vraiment elles y contribuent à fond, mais l'observabilité, elle y contribue aussi énormément. Dans Stalk, comment ça va se passer? Eh ben, l'observabilité, ça permet de monitorer une prod. Donc, ben, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai un side project qui est un petit SaaS en ligne, il y a des utilisateurs dessus et tout. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on va pouvoir jouer un petit peu avec pour que vous ayez vraiment un truc concret sur ce qu'on peut voir avec l'observabilité.
Il va y avoir quelques retours d'expérience. Évidemment, mon petit SaaS, il n'est pas représentatif des systèmes que vous avez dans vos entreprises. Donc forcément, j'ai l'agrémenté de galères qu'on a eues en entreprise et comment est-ce que ça a pu nous aider, l'observabilité. Et un peu de théorie, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a vu ce qu'on pouvait obtenir grâce à l'observabilité, vous ayez le minimum de bagages qui vous permettent de pouvoir savoir par quel bout l'attraper si vous voulez le mettre en place dans votre entreprise. Et puis on part tout de suite sur la démo, sur du concret. Ok. Donc ça, c'est mon petit site qui est en ligne, donc c'est un petit side project. C'est un jeu par navigateur, parce que j'aimais bien les jeux par navigateur quand j'étais ado. Et puis, je m'étais dit que ce serait cool comme side project parce que c'est riche en fonctionnalités. Deuxième point, c'est que je pensais que ça allait parler à tout le monde. Et ce qui est pas du tout le cas, ce que je me suis rendu compte quand j'ai fait les répétitions pour Stalk. Oh, c'est un petit fail, tant pis. Il y a un seul truc qui est important. Vas-y. Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu sur ton écran? Parce que là, je pense que les gens ne voient vraiment pas ce qui se passe. Merci. Pardon. Yes, I. Il y a un seul truc qui est important à savoir, c'est que attaquer un joueur, c'est une fonctionnalité qui est clé. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui est à savoir pour la presse. Donc voilà. Là, moi, je vais activer une fonctionnalité via un feature flag. Un feature flag, si vous ne connaissez pas, ça permet d'activer ou de désactiver une fonctionnalité en production. Ça peut être plus poussé que ce que j'ai fait, ça peut permettre d'activer une fonctionnalité pour un client, pour une famille de clients par exemple. Moi, c'est juste du on-off. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer une feature. Voilà. Donc là, je viens de livrer ma feature. Et puis là, admettons, je suis un utilisateur et puis je veux attaquer un joueur. Comme je le rappelle, c'est un truc que je dois faire parce que c'est un truc clé. Je fais ça. Hop. Et là, patatras, une erreur. En plus, l'erreur, c'est pas le pire des cas. Le pire des cas, c'est quand ça ne marche pas en production et qu'en plus, le client n'a pas d'erreur. Donc ça, dans les cas classiques, ce serait ça le pire des cas. Et moi, jusque-là, ce genre de truc, c'est ce qui se serait passé, c'est qu'un client qui a une erreur, il est frustré, il attend un peu, il réessaye, ça marche toujours pas, c'est une fonctionnalité clé qui marche pas, et donc il va appeler le support. Pendant ce temps-là, en fait, il y a peut-être d'autres utilisateurs qui ont le même problème que lui à peu près au même moment, et tous vont appeler le support. Et donc après, le support se reprend plein d'appels, il vient ensuite, quelqu'un qui va vous contacter dans l'équipe de dev, et là, c'est la crise, et il faut corriger le bug vite, sous la pression. Et pour moi, c'est un truc pas ouf du métier, quoi. C'est-à-dire que c'est une situation qui est désagréable, mais c'était la vie. Et en fait, non, ça va pas du tout être ça. Chez Agicap, ça marche pas du tout comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque erreur qui apparaît en production, donc qui impacte votre client, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une alerte sur du coup un salon d'alerting. Donc là, on est alerté, et il y a une personne dans la squad qui est de support. Et donc son but, c'est juste de jeter un œil régulièrement sur ce salon et qui va dispatcher les alertes. Typiquement, cette semaine, c'était moi. Et donc là, j'ai reçu mon alerte, par exemple, sur cette erreur. Hop, ah oui, mais du coup, je suis... Hop là, je vais repasser là. Donc là, mon alerte, elle va ressembler à ça. Donc en gros, j'ai mon endpoint qui est appelé, donc API Battle Attack, le statut 500, et puis ici, je vais retrouver mes logs avec ce qui s'est passé. Là, j'ai mon tunnel SSH, pardon, qui a dû foirer. C'est rien de méchant, normalement. Clac, clac, et clac. Là, je vais accéder à mon Grafana, et voilà. Donc là, j'arrive avec le lien sur mon alerte, et là, je vais avoir plein de détails en disant, en fait, j'ai l'erreur 500, je retrouve mon endpoint, qu'est-ce qui s'est passé, la domaine exception, etc. Et puis, je vais avoir 2-3 infos en plus. Je vais avoir, par exemple, le user ID, nous, ça va être, par exemple, l'ID de l'entreprise, et puis, je vais avoir 2-3 petites infos supplémentaires. Et en fait, rien que ça, eh bien, c'est hyper puissant. Parce que, en fait, les problèmes font déjà, ça fait pas flaque d'huile. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre utilisateur qui a un bug en production, vous le savez. Dans ce cas précis, si j'avais eu, ça peut arriver, genre j'activais une feature, il y a un comportement qui n'est pas prévu, il y a un utilisateur qui a un problème, je reviens dans mon interface, je désactive mon feature flag, et après on se pose, on réfléchit. Et il n'y aura eu qu'un seul client qui aura été impacté.
Et dans ces cas-là, en plus, le support, il est proactif. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est notre support qui appelle le client en lui disant bah, on est désolé, il y a un problème qui a été fait. Souvent, nous, on déploie continu, donc on déploie le fixe. Et en plus, bah, le support va lui dire bah, par exemple, il y a des soucis pour votre paiement, vous pouvez le refaire maintenant, par exemple. Et donc, forcément, pour les clients, c'est vachement mieux, c'est hyper puissant. En termes de confort aussi, pour les devs, c'est top, quoi. On se prend pas genre toute la pression d'un coup, il y a une erreur, on a de quoi faire pour pouvoir la temporiser et la gérer. Et puis même le fait d'avoir ce chat d'alerting, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'alerte, on est sûr qu'en production, vraiment, tout va bien. C'est vraiment une sérénité qu'on a avec ce salon. Et puis moi, ces cas d'alerte comme ça m'a fait comprendre un truc. C'est que les tests, ils ont un gros angle mort, et c'est pour ça que je vais l'illustrer avec un cas concret. Donc, bah, nous, on fait du paiement, et donc, bah, c'est assez simple. Au début, on faisait des paiements en euros. Voilà, en zone CEPA, enfin bref, voilà. Et donc, l'objectif, ça a été assez vite de pouvoir payer avec d'autres devises. Et donc, bah, on a mis en place une première devise, on a fait les francs suisses, et ça a marché impeccable. Et puis on a mis les dollars. Puis après, on a fait plein de features. On s'est dit, bah non, on sait faire de devises, on sait faire toutes les devises, quoi. Donc on est arrivé dollar canadien, dollar US, machin. Enfin bref, on a fait plein de devises d'un coup et ça marchait très bien. Un jour, on arrive au support, pareil. Donc il y a une alerte qui pop et c'est une banque qui nous dit euh, qu'il y a un problème dans le paiement parce qu'il y a virgule quelque chose. C'est-à-dire que c'était un paiement genre 100 000. Nous, on met 100 000,00. Voilà. Et on regarde un petit peu, et dans le détail, on voit que le paiement, c'est en yens, et que c'est une banque japonaise qui l'a refusé. Et donc on regarde ça avec l'équipe, et là on se dit, bah ouais, en yens, il n'y a pas de centimes. Donc toute notre règle qui disait, bah en fait, on met virgule 00 pour les montants, ou virgule et les centimes, ça n'a aucun sens pour des yens. Et pourtant, côté AJCAP, on en a des tests. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests unitaires, d'acceptance, d'intégration, des smoke tests, des end-to-end, ça a été QA. Et parce qu'on n'a pas assez challengé ce cas métier, et ben en fait, on arrive quand même à avoir des bugs en production. Et ça, c'est parce que bah, c'est un gros angle mort des tests, c'est qu'on teste que ce qu'on pense à tester. La personne n'a pensé à ce cas-là, donc on n'a pas posé de test, et donc patatras, en dev, c'est passé. Là, c'est un cas où on n'a pas assez creusé fonctionnellement, mais ça peut être aussi parce que c'est des choses que vous ne mesurez pas. Typiquement, les perfs. Vous avez fait un refactoring, parfait, ça fait passer tous vos tests sont ouverts, mais par contre, chez votre plus gros client, qui a des jeux de données qui est énorme, eh bien chez lui, ça marche plus. Bah, en fait, parce que vous avez jamais testé avec un jeu de données qui est représentatif de votre plus gros client, par exemple. Et donc ça, c'est des choses que vous ne verrez pas. Et donc, c'est ce genre de cas où je me suis dit, ah ouais, l'observabilité, ça m'apporte vraiment quelque chose. Et donc bah, là, c'est juste le début. C'est le premier cas qu'on va voir. Et ensuite, ensuite, dans la presse, on va voir d'autres cas par la suite. Hop là, et là, j'ai le petit message qui me dit qu'il n'y a plus de pépins qui est apparu. Ok. L'observabilité, bah, en fait, en gros, ça permet de monitorer sa production, mais surtout, ça voit beaucoup plus, ça couvre beaucoup plus qu'une stratégie de log classique. Parce qu'une stratégie de log classique, elle a le même problème que pour les tests. On met des logs aux endroits où on pense qu'il va y avoir un problème. Dans le try catch, on va mettre dans le catch parce qu'on sait qu'il va y avoir un problème. On va mettre des logs dans notre traitement métier. Mais s'il faut, il y a un client qui a un problème et pendant un laps de temps, on ne sait pas comment il s'est trouvé dans cette situation-là. Un batch qui n'a pas tourné la nuit, par exemple, c'est vraiment un problème de choses qu'on ne voit pas avec un truc de log classique aussi. Parce que on n'a pas écrit sa ligne de log, donc on ne voit pas ce qui s'est passé. Donc voilà, l'observabilité, ça ne voit pas tout, c'est vrai, mais ça voit beaucoup plus qu'avec une stratégie classique. Et ça se repose sur 3 trucs. Des logs, des metrics et des traces. C'est ce qu'on va voir assez rapidement. Un log, on va passer rapidement, tout le monde sait ce que c'est. Il y a une info dedans, textuelle, adossée à un timestamp. Ça permet juste de comprendre ce qui s'est passé. Le volume, il est forcément très important parce que dans une stack d'observabilité classique, on va loguer un peu tout. On va loguer pour les domain events, on va loguer pour nos integration events, on va faire ça pour chaque message qui a été consommé dans la queue, pour chaque appel endpoint, etc. Donc on a vite des gigas, voire des terras de logs. Mais voilà.
Les métriques, ça permet de mesurer une évolution et donc, grosso modo, là, j'ai fait un petit exemple. Donc là, c'est une métrique qui est un peu métier. Elle s'appelle, par exemple, l'évolution du score de mes utilisateurs. Là, j'ai un utilisateur et il a 250 points. J'ai un cron qui, tous les soirs à minuit, me prend les points de mes joueurs. Parce que ça me permet de voir si j'introduis des nouvelles features, par exemple des technologies qui permettront d'avoir des bonus et trucs comme ça. Est-ce que, quel est l'impact sur l'évolution de ce point? Est-ce que mon jeu il est encore équilibré ou pas? Ça, c'est des trucs très métiers. Après, il y a des choses qui peuvent être du type ma rétention à jour plus 7, ma rétention à jour plus 30. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus techniques. Ça va être par exemple, toutes les secondes, je vais monitorer mon usage CPU. Ma RAM, on peut avoir des alertes pour si on est à plus de 80% de RAM, par exemple, je peux dire chope-moi une alerte par exemple, ou ce genre de truc. Donc voilà. Hop. Les traces, c'est peut-être la chose qui va le moins vous parler si vous ne connaissez pas l'observabilité. Une trace, ça représente un parcours utilisateur, donc du début, forcément, jusqu'à la fin de son traitement. Et surtout, ça prend en compte tous les services qu'il y a eu au milieu. Et ça permet de diagnostiquer un problème. Donc c'est une forme d'arbre, et un span, c'est un nœud de cet arbre. Ça, on va zoomer un petit peu sur cette notion, parce qu'elle est hyper importante. Donc une trace, de façon simplifiée, ça ressemble à ça. Donc il y a un identifiant, par exemple une durée totale, nombre de services qui sont traversés, puis le nombre de nœuds dans l'arbre, etc. Un exemple simplifié là, ça va être genre, ici j'ai mon endpoint qui va permettre de démarrer une bataille là. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon middleware qui gère toute l'authentification, lui là, tout est bon, et c'est mon service qui résout la bataille qui a eu un problème, et donc tout s'est bien passé jusqu'à l'envoi de la notification. C'est hyper important les traces, j'ai illustré pour 2 raisons hyper concrètes là aussi. Nous, côté paiement, on a une grande peur, un truc qui ne doit jamais, jamais arriver, c'est qu'un client paye en double. C'est des gros montants qu'on a entre les mains. C'est impensable qu'un client, un jour, paye 2 fois, soit débité 2 fois pour un même paiement. Et donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'erreur, elle a eu lieu avant la communication avec la banque ou après la communication avec la banque. Si c'est avant, bon, c'est dommage, c'est sûr. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on. Parce que clairement, quand il y a un souci au paiement, autant dire qu'on est tous dessus direct, quoi. C'est le genre de problème qui va arriver, par exemple, s'il y a une erreur de communication avec la banque. Mais admettons, j'ai un problème avant, et bien ce qui se passe, c'est qu'il n'y a eu aucun risque que le paiement il soit en double. Et donc, notre support va appeler le client, on s'excuse, et il peut passer par son interface bancaire pour faire son paiement si c'est urgent. Mais voilà, il n'y a pas eu ce risque-là. Si c'est après, alors là, il faut surtout l'appeler directement le client très vite, appeler sa banque et être sûr que le paiement il soit pas déjà passé. S'il est déjà passé, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une opération pour le débloquer. C'est un truc que j'ai pas dit, c'est que n'importe quel paiement qui a une erreur, on le bloque. C'est impossible pour l'utilisateur de faire une action dessus. C'est un truc un peu préventif. Et donc voilà, et si c'est pendant la communication avec la banque, ben là c'est le même cas, c'est-à-dire qu'on va appeler la banque pour savoir ce qu'il en est, et appeler le client pour pas qu'il nous fasse le paiement en double si jamais, quoi. Donc savoir où ça coince, c'est hyper important. Et un autre cas qui est encore plus représentatif, parce que je sais même pas comment est-ce qu'on gère ces cas-là sinon, c'est quand il y a une erreur dans dans une feature qui est entre plusieurs services. J'ai un cas un peu classique, c'est-à-dire que forcément le client il a sa facture, il fait un clic, ça envoie au service de paiement, il fait un clic pour faire son paiement, ça envoie des infos à sa trésorerie après ça va dans notre service qui va regarder les journaux de banque, voir si ça concorde. Enfin bref, et donc du coup il y a plein de services. Et le client, il peut appeler en disant pourquoi est-ce que ma trésorerie est dans cet état-là. Et typiquement le dernier cas qu'on a eu, c'était il y a quelques semaines. Donc c'était vraiment ce cas-là. Nous, on a eu une alerte dans le support, donc dans le pitch and alerting, qui disait qu'il y avait un paiement qui a été réalisé, mais l'entrée n'a pas été faite dans le service de trésorerie. On clique sur la trace, et là on voit que l'erreur est au niveau du service de trésorerie, et qu'il y a l'erreur qui est du genre, c'est un enregistrement en base de données. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on en fait juste un petit Slack à l'équipe qui gère ce service-là. Comme on a tous, chez Agicap, on a tous ce système d'alerting, il y a 99% de chances qu'il soit dessus. Voilà, c'était le cas.
Et donc, on a pu leur dire, bah, en fait, là, on a eu ce pépin, on leur renvoie la trace, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, bah, c'était une migration en DB qui a été un peu plus grosse que prévu, et pendant une seconde ou deux, et ben, ça a ramé, et il y a eu quelques appels en erreur. Bah, nous, bah, forcément, une fois qu'on a isolé en 2 secondes le problème, on a juste rejoué les messages Rabbit, et puis le client s'est même pas aperçu qu'il y avait un trou dans sa trésorerie pendant quelques secondes, quoi, ou là, peut-être 2 minutes, quoi. Mais du coup, c'est vraiment des soucis qui sont des non-événements, parce qu'on sait exactement où ça a pété. Alors que si ça n'avait pas été le cas, bah, je pense, je sais même pas comment est-ce qu'on fait, qu'on aurait dû prendre toutes les équipes qui sont sur le chemin, enfin, et demander à des gens de regarder les logs et de croiser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enfin voilà, ça aurait été un gouffre en termes de temps, alors que là, en quelques secondes, bah, on sait ce qui s'est passé. Hop, là, j'ai fait un résumé si jamais vous voulez le diapo à la fin. Et il y a une autre brique, c'est la dernière chose un peu théorique, c'est le collecteur. Le collecteur, c'est ce qui se met entre votre application et les services qui vont manger vos logs, vos traces et vos metrics. En gros, ce qui va se passer, c'est que si votre appli elle a une forte charge, eh bien vous balancez toutes vos infos dans le collecteur, et lui, c'est lui qui va mettre, par exemple, il va mettre en queue avant d'envoyer aux différents services. Il va pouvoir acheter des infos à tous vos logs, par exemple, avec, je sais pas moi, l'ID de l'entreprise, ce genre de trucs. Il gère les retries et tout. Et ce qui est super, c'est qu'on peut changer toute votre stack d'observabilité de l'autre côté. Vous, côté applicatif, vous connaissez que le collecteur, qui est standardisé. Et donc, bah, c'est vraiment un confort. Si je reprends l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, moi, ma stack, elle ressemble à ça. Donc, j'ai mon appli, ça ressemble à ça à peu près chez Agicap aussi. Voilà, donc j'ai mon appli qui balance à un collecteur OpenTelemetry, donc ça c'est du full standard. Et ensuite on balance sur du tempo pour les traces, Prometheus pour les metrics, Loki pour les logs. Tout ça, ça va dans un Grafana. Le Grafana, ça va me permettre en fait d'agréger un peu tout ça, de faire mes dashboards, de faire mes requêtes, de faire mon alerting et tout ça, quoi. Voilà, et la seule différence avec ce qu'on a au travail, c'est qu'on est passé de Prometheus à Victoria Metrics. Mais comme toutes nos applis connaissent que le collecteur, eh bien, pour nous ça a été complètement transparent. Voilà. J'ai pas tellement d'avis sur la stack dans le sens où c'est la seule que j'ai utilisée. Donc il y a peut-être mieux qui existe. On va pas trop se concentrer dessus sur la suite de la conf. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle est gratuite, elle est open source, elle fait le taf autant sur des petits projets parce qu'elle est pas lourde, elle est facile à installer, que sur chez Agicap où on a des gigas plus voire des terras de logs et ça marche quand même. Donc voilà, c'est mon seul retour que j'ai à ce sujet. Hop. Et on va sur la suite des démos. Je vais résumer un petit peu. Donc voilà. Un truc qui est hyper bien sur les logs, c'est qu'ils sont requêtables. Tu peux Voilà. zoomer encore un poil plus, s'il te plaît. C'est Merci. bon. Let's go. Ok, donc là par exemple, là j'étais sur mon alerte. Et là, la première problématique que j'avais, c'est est-ce que mon endpoint il l'a appelé ou pas? Et bien là, c'est simple, j'ai qu'à faire un petit filtre là dans le plus là. Donc là, ça s'est remis dans ma barre de recherche. J'enlève le statut égal 500 pour filtrer tous les appels. Là, je suis entre deux sessions d'alpha. Enfin, j'avais une session de test, et là, je suis entre deux sessions de test, donc là, j'ai pas de joueurs, donc c'est pas hyper impressionnant. Mais là, là, ce que je peux voir, c'est que mon endpoint, il est appelé, pour le coup, ici. Mais du coup, bah forcément, quand vous allez décommissionner un endpoint, vous faites la même requête avec l'endpoint que vous voulez décommissionner. Et donc, bah, vous pouvez savoir si vous êtes vraiment appelé ou pas. Et vous pouvez avoir des surprises, hein. Nous, typiquement, c'était. Donc, nous, on a un micro front-end et on a un déploiement continu et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que côté front, j'enlève mon ancien endpoint pour pointer vers la version 2, par exemple. Et je me dis, bon, bah, dans la foulée, je vais supprimer mon vieux endpoint. Comme ça, c'est fait. Et en fait, en faisant cette requête, même si c'est pas appelé dans le code, je me rends compte qu'en fait, il y avait des appels. Pourquoi? Parce qu'en fait, les micro front-end, même si vous le déployez en déploiement continu, tout ce que vous voulez, il faut que l'utilisateur, à un moment, il rafraîchisse son navigateur. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait plein de clients qui ne rafraîchissaient jamais leur navigateur et qui n'éteignaient pas leur PC. Et donc, bah, si vous décommissiez tout de suite l'endpoint, et ben en fait, ils vont avoir une erreur moche et après, il va falloir qu'ils actualisent. Donc, typiquement, même quand on n'a plus aucune référence dans le code, on attend quelques heures, voire des fois, dans l'idéal, même un jour ou deux, pour qu'il y ait vraiment très très peu de clients qui aient une pop-up moche quand on enlève le endpoint. Et ça peut être piégeux de se baser sur le code parce qu'il y a des services qui ont peut-être pas le même cycle de release que vous.
Typiquement, nous, il y a des squads qui les release une fois par semaine. Et donc, de pas avoir, quand on fait une recherche sur GitHub, de pas avoir son endpoint qui est mentionné, bah, ça veut pas dire qu'en prod, il n'est pas utilisé. Donc voilà. Et aussi, vous allez pouvoir voir l'usage de vos endpoints. Vous allez pouvoir voir est-ce qu'il est beaucoup appelé ou pas. Et vous allez pouvoir avoir aussi des infos si vous rajoutez par exemple la taille du payload. Nous, on a eu un cas où bah, c'était un endpoint d'import de fichiers de paiement. Donc c'est tout bête, quoi. Un client, il met son fichier et puis ça importe tous ses paiements. Et donc on voyait qu'il y avait de plus en plus d'usages, et c'est normal parce que l'appli a de plus en plus d'utilisateurs, donc ça c'était chouette et c'était normal, enfin, c'était quelque chose qui était prévu. Un truc qui l'était un peu moins, c'est qu'on avait fait le endpoint le plus naïf possible. Nous on fait toujours une version MVP le plus naïf possible, et c'est que quand il y a besoin qu'on les fait évoluer dans quelque chose qui est beaucoup plus clair. Et en fait ce qu'on a vu, c'est que en plus d'être plus appelé cet endpoint, en fait, ce qui se passe, c'est que on va le voir après, il y a le P95, donc il est de plus en plus lent à répondre sur ces endpoints les plus lents, parce que l'usage avait changé. Avant, les clients importaient des fichiers de paiement avec quelques paiements, genre 10, 100 paiements. Et nous, ce qu'on voyait avec ça, c'est qu'on a vu arriver des usages où il y avait des clients qui peuvent importer 10 000 paiements d'un coup, 20 000. Et donc, ça fait des fichiers de 1, 2, 3, 6 mégas. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu anticiper finalement assez rapidement. Parce qu'on le voit visuellement et on peut dire finalement à notre PM, attention, il y a un nouvel usage qu'on est en train de voir. Et donc voilà, c'est le genre de truc qu'on peut voir. Je ferai un petit disclaimer sur le Product Analytics après, parce que c'est pas du Product Analytics, c'est l'observabilité. Par contre, on peut s'en servir tant que c'est là pour avoir quand même quelques indices sur l'usage de notre application. Voilà. Un autre cas de filtre qui va être hyper pratique pour vous, ça va être de trier par client. Donc là, par exemple, si je trie comme ça, là, en disant là, c'est ce user ID, eh bien, en fait, je vais pouvoir voir tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est hyper important. Quand il y a un client qui se plaint qu'il a eu une erreur, eh bien là, on peut savoir partout où est-ce qu'il est passé pour arriver à cette erreur. On va pouvoir voir, on voit les commandes qui ont été faites. On va pouvoir croiser, vu qu'on va voir à quel moment est l'erreur, on va pouvoir croiser sur les infos qu'il y avait sur le système à ce moment-là, quel était le pic sur le système, est-ce qu'un pod était en train de s'éteindre, enfin bref, on va pouvoir voir tout ça. Et donc ça a deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il est retrouvé dans cette situation-là. Il n'y a plus besoin de reproduire parce qu'en fait, on a une image de ce qui s'est passé sur la prod à ce moment-là. Et donc, on va pouvoir le dépanner et comprendre beaucoup plus facilement. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on sait avec certitude ce qu'il a fait. Moi, j'ai eu un cas encore hier où il y avait un client qui avait été perturbé. Il croyait qu'il y avait un bug. Le cas, c'est on a livré un refactoring, voilà, et en même temps, il y avait un changement de X. Donc, on indiquait qu'un paiement était de trésorerie ou pas. Et avant, c'était sur un tag sur ton paiement, et maintenant, c'était dans un side panel. Enfin, bref. Et donc, le client a appelé le support en nous disant bah, mon paiement était avant de trésorerie, et après votre mise à jour, maintenant, il n'est plus considéré comme tel. Et donc, du coup, bah, pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Parce que bah, pour des paiements de trésorerie, ça va dans un canal et il paye moins de frais que quand c'est pas un paiement de trésorerie, quoi, grosso modo. Donc il n'était pas content. Et bien là, ce qui était super chouette, c'est qu'on a pu finalement regarder la création de son paiement, et on a regardé, et on sait avec certitude que depuis le début, jamais, vraiment jamais, son paiement a été considéré comme un paiement de trésorerie. Et donc bah, forcément, on sait exactement ce qui s'est passé. Et donc là, on sait exactement que c'était pas un bug pour ce coup-là. Voilà, ça c'est le genre de choses qui sont intéressantes, rien que du fait de pouvoir query ces logs. Ensuite, l'alerting. On a vu la petite alerte là dans Discord là, et en fait finalement c'est celle-là, c'est que une alerte avec une condition. Enfin, c'est que finalement une requête avec une condition. Là, si on passe rapidement, donc ça c'est mon service. Je regarde est-ce qu'il y a eu des 500. Si tu en as eu au moins une sur 2 minutes, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lancer une alerte sur c'est juste un webhook. Nous, c'est Slack au travail, là, c'est sur Discord, mais ça se fait très bien. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir faire plein d'alertes suivant ce qui nous intéresse. Une alerte, ça peut être mon batch n'a pas tourné cette nuit.
Et donc là, forcément, vu que je sais exactement tout ce qui s'est passé sur mon système, je vais pouvoir comprendre ce qui s'est passé avant qu'il y ait un client qui appelle. Ça peut être un taux d'usage CPU qui est anormal, un taux de RAM qui est anormal, une saturation en dB. Ça peut être plein de choses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être vos messages rapides qui se dépilent pas assez vite. Et donc votre hotbox pattern, par exemple, va pas assez vite. Et donc on a un décalage temporel qui est en train de s'installer. Enfin, ça peut être plein de choses qui peuvent arriver. Donc voilà, ça c'est la partie alerting. Et la dernière, ça va être la partie de tous les dashboards. Celui-là peut être intéressant. Ça, c'est hyper intéressant de savoir. Donc là, c'est mes endpoints les plus utilisés. Voilà, versus le temps, donc les 5% les plus lents. Ils ont ce temps-là. Et ça peut être un dashboard qui est critique si votre service il est central dans central dans votre stack. Vous avez par exemple un service d'authentification, et donc tout le monde, tous les services, tous les microservices passent par lui. S'il commence à ralentir, c'est-à-dire que toute votre app ralentit. Si vous êtes dans ces cas-là, eh ben ce dashboard il est hyper intéressant parce que vous pouvez avoir donc vos endpoints avec le temps, mais aussi en fait vous pouvez l'avoir avec le même à côté avec la version N-1 et avoir de l'alerte si vous êtes un décrochage de 10-20% par exemple. Vous pouvez l'avoir aussi versus le même jour la semaine dernière ou ce genre de truc. Et c'est hyper important parce que s'il faut, des fois, vous montez juste une lib de version et vous n'avez pas conscience que finalement, vous avez dégradé les performances de 5%. 5%, suivant votre cas, soit c'est catastrophique si vous êtes Amazon, par exemple, et que c'est sur le truc pour payer, soit 5%, c'est pas grave. Mais c'est vous qui allez faire les dashboards à votre main. Et vous allez pouvoir anticiper les problèmes. Un endpoint qui commence à devenir plus lent, bah, clairement, ça montre peut-être qu'il y a un souci, qu'il y a un usage. Typiquement, nous, il nous avait sauté aux yeux celui d'un port de fichier de draft paiement. Quand il allait tout en haut de cette liste, bah, on s'est dit, il y a un truc qui est en train de changer. Et donc, c'est plein d'infos qui sont précieuses sur votre application. Et ça permet aussi finalement de montrer l'intérêt de vos certains réfactos techniques à votre métier. Si je reprends cet exemple-là de cet import, mais évidemment qu'on pouvait lui montrer très concrètement, oui, il y a des clients de plus en plus gros qui sont en train d'utiliser cette fonctionnalité. Nous, notre approche naïve, elle marche pas bien parce que c'est trop lent. Lui, il va attendre devant 1 minute devant son écran et en plus, c'est une charge sur notre système. Il y a d'autres erreurs peut-être plus tard dans l'application qui arrivent parce qu'elle est trop surchargée. Et donc, on peut vraiment montrer les dashboards en disant, mais finalement, voici le problème. Si on fait le refacto, voici ce qu'on espère. Et surtout, le plus important, c'est que ça permet de montrer aussi le résultat. Nous, on a pu montrer à la fin, on a divisé le temps par 8. Et donc forcément, ils se rendent compte que vu que c'était des clients qu'on ciblait, rien qu'à pouvoir avoir ce gain-là, ça justifie le fait de le mettre en prio dans la roadmap. Et comme moi je pense que toutes les features, il faut absolument, en tant que dev, savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait et mesurer l'efficacité, quelle valeur ça apporte. Donc ça c'est du product analytics, c'est pas dans le cadre de l'observabilité, mais nous ça nous empêche pas d'avoir cette démarche-là pour des tâches techniques ou pour des fois des fois de façon temporaire. Typiquement des fois de le mettre dans nous on utilise HIP pour le product analytics, savoir finalement est-ce que la feature elle marche ou pas. Mais des fois ça met quelques jours à arriver dans le product analytics. Des fois nous on fait des dashboards pour nos features temporaires, jetables, juste pour savoir les premiers jours, est-ce que c'est utilisé, si oui pourquoi, etc. Pour savoir est-ce que notre MVP il suffit pour ce qu'on a fait, ou est-ce qu'il faut aller directement dans la foulée faire la petite amélioration qu'on avait prévue, etc. quoi. Donc on a ce genre de dashboard jetable, le temps que ça aille dans la vraie solution d'observabilité, ou sinon on les fait ces dashboards aussi jetables, mais sur des refactos techniques, genre améliorer le temps de performance, ce genre de trucs-là. quoi. Donc voilà. Mais voilà, je veux insister sur le fait que l'observabilité, c'est pas du product analytics. C'est complémentaire, mais ça l'est pas. Une autre différence, c'est que nous, on voit aussi beaucoup plus vite les problèmes que eux, ils verront plus tard dans le product analytics. Typiquement, si vous allez voir très très vite qu'un endpoint il va devenir plus lent. Et eux, ils vont voir que dans 1 jour ou 2 jours, que vu que c'est vachement plus lent, les clients, ils l'utilisent vachement moins. Et vous êtes plus rapide et donc du coup, vous allez pouvoir mettre des alertes un peu plus vite. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Donc c'est deux trucs qui sont assez complémentaires.
Voilà, donc ça c'est le premier dashboard. Qu'est-ce que j'ai fait pour celui-là? Je crois que celui-là c'est un endpoint pareil, c'est pour du métier, savoir quand est-ce que mes joueurs ils se connectent ou pas, pour savoir si je devais faire une communication, à quel moment c'est le plus pertinent, ce genre de truc, mais ça fait partie des dashboards un peu jetables, mais parce que celui-là pour le coup il aurait plus de place dans du Product Analytics. Ensuite, ça c'est l'évolution du score de mes joueurs, ce genre de truc. Et après, on va pouvoir voir un qui va être assez intéressant et qui est partagé par tout le monde. Ça va être celui-là. Donc nous, on en a des aussi complets côté SRE. Là, c'est un état de notre système, vraiment. La RAM qui est utilisée, ça va être le remplissage du file system, ça va être le CPU, ce genre de truc. Mais nous, ce qui nous intéresse vachement aussi, c'est est-ce qu'il y a un pod qui est en train... combien est-ce qu'on a de pods? Est-ce que le pod sont en train de s'éteindre? Quelle version du code ils ont dessus? Ce genre de truc. Quand on a un client qui a un problème, on va pouvoir voir s'il y a un bug qui apparaît, on se dit on comprend pas trop pourquoi. Et ben on regarde par exemple à 19h39 là, je pourrais regarder est-ce qu'il n'y a pas un pod qui était en train de s'éteindre? Est-ce que ma charge en DB elle était importante? Est-ce qu'il y avait ce genre de truc? Et en fait de pouvoir corréler ça avec les données système, ça permet vraiment de ne pas avoir besoin de reproduire. Donc voilà. Donc ça c'est cool, ça c'est hyper pratique et nous ce qui va nous intéresser aussi, nous côté dev, on a cette vue mais de façon simplifiée parce que là elle est trop complexe. Nous ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est par exemple le garbage collector, est-ce qu'on a des thread slip par exemple, est-ce que notre GC il est full, enfin ce genre de truc. Nous on a vraiment un dashboard où vraiment si c'est mal géré, on a un import qui est mal géré, on a une grosse tache rouge qui va nous dire en fait là il y a un vrai problème. Donc voilà, nous on a un petit peu simplifié. Voilà, et après, même d'avoir le truc visuellement, ça permet de détecter des problèmes que sinon on aurait ignorés. Un cas hyper classique, c'est que nous, on voyait toutes les heures, il y avait un pic d'usage. Et l'appli, elle était en souffrance toutes les heures. On le voyait très, très précisément. Et en fait, c'est juste nos crons. C'est-à-dire qu'au début de l'appli, il y a quelqu'un qui a fait un cron, toutes les heures qui tournent. Après, il y a quelqu'un qui l'a copié-collé pour faire une autre opération, puis une troisième, puis l'appli maintenant elle a 4 ans. Et donc forcément, on a tout le monde qui a copié-collé cette config, et donc tous nos crons passaient à la même heure. Bon bah là, visuellement, c'est hyper facile de voir à la fois le problème et l'impact une fois que ça a été fait. Juste, on les a tous décalés pour pas qu'ils tombent en même temps, il n'y avait plus de problème. Et voilà, c'est ce genre de choses qui deviennent hyper faciles quand on a cette stack. Hop. Et donc, voilà pour ce cas. Hop, je me suis paumé, excusez-moi. Je vais revenir sur les slides et je vais mettre un petit bémol sur l'observabilité. L'observabilité, donc c'est pas neutre en perf, c'est normal, c'est normal, vous allez envoyer plein d'infos. Donc forcément, ça a un coût. Ça peut nécessiter beaucoup de stockage, c'est évident. C'est-à-dire que forcément, des logs, ça va vite en Tera hein, si votre appli elle est beaucoup appelée. Et donc, du coup, il va falloir trouver un compromis entre vos besoins pour gérer votre support versus l'espace de stockage. Parce que plus vous stockez de données, plus quand vous requêtez, c'est long. Et forcément, c'est dommage parce que pour votre support, il faut que vous puissiez requêter de façon que ça soit agréable. Quoi. Si vous mettez 3 secondes chaque fois que vous faites un filtre, forcément, ça va devenir vachement moins efficace. Et donc, il faut trouver ce juste milieu, donc avec des considérations de coût, avec du coup vos SRE et vos problématiques en termes de support. Et ça peut construire trop de responsabilités. Typiquement, donc là, je l'ai évoqué avec le Product Analytics, parce que l'observabilité, ça n'en est pas. On serait tenté, parce qu'on pourrait avoir quelques infos sur l'usage, avec par exemple, est-ce que mon endpoint est utilisé, etc. Si vous avez rien, en vrai, c'est déjà un bon commencement. Mais ça n'en est pas une. C'est pas son but. Parce que forcément, vous n'avez pas genre les cohortes, les funnels d'acquisition, tous les dashboards, ce genre de trucs. Pareil pour les perfs, si vous avez vraiment des soucis de performance, peut-être qu'il va falloir mettre une stack qui va être dédiée à ça. Là, c'est chouette, vous allez pouvoir des indices, mais ça va pas être suffisant. Et pareil, si vous avez, là j'ai fait sur du tracing, vous allez pouvoir vous dire, j'ai pas besoin de faire de feature d'historisation, par exemple, de mon paiement, parce que vu que je log tout, je vais pouvoir voir un petit peu retracer mon paiement sur 3 mois. Si vous avez des contraintes fortes ou de la valeur métier, à savoir par exemple toutes les modifications qu'il y a eu sur un paiement, parce que vos clients le demandent, etc. Peut-être qu'il faut aller plus sur des choses genre de l'event sourcing ou des trucs comme ça, parce que vous avez de vrais besoins. L'observabilité, c'est un pareil, c'est comme le reste. C'est hyper polyvalent. Donc c'est super si vous avez rien, mais par contre, c'est peut-être pas la solution. Donc voilà, pour pas que ça devienne une usine à gaz. Et ensuite, sur l'IA,
mais je crois que je vais même avoir le temps de vous faire la petite démo. Hop. Grosso modo, nous on utilise Cloud Code et tout au travail. Donc il y a des MCP qui permettent donc à notre agent de pouvoir en fait dialoguer directement avec Grafana, donc faire tout ce que je fais, hein, regarder les dashboards, écrire dessus, vraiment faire la totale. Et donc moi j'ai essayé de jouer un petit peu avec, à titre perso. Et donc je lui ai posé ça comme question: quelles sont les principales erreurs que rencontre mon application et que préconises-tu pour les régler? Donc j'ai fait ça de façon hyper naïve. Et ce qui est intéressant, c'est le point 2. C'est genre, là, il y avait la majorité des scans de sécurité automatisés, et donc on essaie de voir si j'ai pas des credentials, ce genre de trucs. Et donc ça, je trouvais ça cool parce que ça a fait écho à un cas qu'on a eu du coup au travail. En fait, c'est un client qui nous a appelé. Et en fait, ce qu'il avait comme problème, c'est qu'il avait son paiement avec un nom comme ça. Et il disait, putain, moi c'est trop chiant. Il faut à chaque fois que je supprime le label du paiement, je réécris mon label, je sauvegarde et ça marche. Et donc nous on regarde, donc on n'a pas d'alerting sur ces cas-là parce que c'est des erreurs genre 400. Et donc souvent, pour pas se faire flouder non plus sur le chat support, les 400 on les catche pas. Et donc nous on regarde, donc les a quand même dans les logs, on peut quand même faire toutes nos queries et tout. Et on regarde et effectivement il a un problème. On creuse un peu et on regarde, et en fait il y a une sorte de caractère invisible, une sorte d'espace, mais un caractère un peu chelou qui n'est pas interprété. Et donc voilà. Et donc si on s'arrêtait là, on pouvait se dire ouais c'est le client qui il a un setup un peu exotique et donc forcément on se retrouve dans cette situation-là. Et puis on s'est dit on va creuser un petit peu dans nos logs, parce qu'on peut les query, on va regarder est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres clients qui ont eu cette erreur. Et en fait, on s'est rendu compte que ouais, il y a eu pas mal de clients qui avaient cette erreur. Et en fait, c'était pas du tout que le client il avait finalement une configuration exotique. Le point commun entre ces clients, c'est qu'ils avaient le même ERP, ils avaient les mêmes copier-coller. Et donc du coup, en faisant son copier-coller, ils embarquaient ce caractère invisible et du coup, ils avaient tous la même erreur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient tous compris la solution. C'est-à-dire que c'était là depuis un moment. Mais ils avaient tous compris la solution, et donc du coup, juste, ils se débrouillaient, quoi. C'est un truc chiant dans l'application, mais pas assez pour justifier le fait d'appeler le support. Et ça, c'est rigolo, parce que ça veut dire qu'en fait, l'info, on l'avait sous les yeux depuis le début. C'est comme moi avec mes scans de sécurité. Finalement, si j'allais dans mes logs, il y avait cette info. C'est juste que humainement, je peux pas parser des gigas de logs et comprendre ce qui se passe. Et bien avec l'IA, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir extraire toute cette info. Quand il y a un usage qui est en train d'évoluer, on pourrait avoir des alertes qui vont nous dire, en fait, on a cette endpoint qui est de plus en plus utilisée, où il y a, on fait des choses de plus en plus gros dessus, où il y a ce chemin qui est délaissé, où j'ai des erreurs qui n'ont peut-être pas généré de support, mais c'est juste des choses qui grattent. Et typiquement aussi, avec l'observabilité, vous allez aussi réduire tous les bugs qui grattent un peu, mais comment dire, qui ne justifient pas un appel au support. Un autre cas que, par exemple, quand vous avez votre chat d'alerting, vous avez des alertes. Et par exemple, ça arrive que quand vous êtes dans les settings, par exemple, de votre application. Donc les utilisateurs, ils ont cette pop-up moche, mais c'est la vie, quoi. C'est pas un truc qu'ils font tous les jours. Et donc du coup, ils ont tout ça. Et vous avez peut-être eu le cas, vous avez des bugs et vous vous rendez compte que c'est là depuis hyper longtemps. Là, du coup, vous arrivez à les killer de plus en plus, donc avec déjà rien qu'avec le fait de support, mais là, avec l'IA, en plus, vous allez pouvoir prioriser encore des sujets sur lesquels vous voyez pas malgré votre chaîne de support. Donc là, on est vraiment pour avoir une appli qui est impeccable. Ça, c'est les solutions. Je vais passer dessus parce que c'est pas hyper intéressant finalement. Le cas 2, je voulais dire, crée-moi un dashboard pour monitorer ces appels suspects. Et vu qu'il a le MCP Grafana, il m'a fait ça. Ça, il m'a fallu 2-3 prompts en vrai, pour que ça soit carré avec les labels et tout. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il l'a fait en quelques minutes. Et quand je parlais de dashboard jetable pour voir l'impact d'une feature, d'un refacto, d'un truc comme ça, là, on est vraiment plein dedans, quoi. Parce que faire des dash Grafana, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu la partie fastidieuse du truc. Parce que, en fait, on prend souvent un dash qui existe déjà, et puis on l'adapte avec notre endpoint, un truc comme ça. Mais si ça n'existe pas, on peut passer du temps à avoir une bonne représentation parlante et tout qui va bien. Là, ce qui est chouette, c'est que ça m'enlève toute cette partie fastidieuse. Je veux savoir si un endpoint qui était donc mono-entreprise avant, il est toujours aussi performant en multi-entreprise. Et bien là, je fais un dashboard jetable, juste comme ça, en un prompt, pour savoir est-ce que ça a marché ou pas.
Et donc ça, pareil, c'est un cas qui est hyper intéressant. Et voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais dire sur l'observabilité, c'est que c'est un outil qui est hyper puissant, il est polyvalent, vraiment. On peut en faire plein de choses, on peut faire de l'anticipation de problèmes, on peut voir les usages, on peut vraiment anticiper, être hyper proactif. Et donc ça, en tant que dev, c'est hyper cool. Aussi, égoïstement, on a beaucoup moins de pression en travaillant parce que les cas support, ils sont moins graves. Parce que forcément, ça touche, vous êtes prévenu tout de suite, ça touche forcément moins de clients, vous pouvez réagir plus vite. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est super. Vous connaissez beaucoup plus votre application, ce qui permet à la fois de débugger beaucoup plus rapidement. Vous ne perdez pas de temps dans des investigations impossibles parce que vous n'avez pas de log ou pas d'infos, vous ne pouvez pas reproduire. Enfin bref, toute cette partie qui était infernale, c'est plus votre problème. Côté client, mais c'est tout bénef forcément, parce que vous allez sortir des choses qui leur correspondent mieux, ils sont moins impactés. Quand ils ont un problème, c'est le support qui va venir les voir pour leur dire excusez-nous, il y a eu un problème, vous pouvez refaire votre paiement. Donc forcément, c'est pas la même qualité de service qui est rendue. Et évidemment, pour votre support, eux, c'est les grands gagnants de cette histoire, parce que entre avoir plein de clients qui vous appellent dans le stress, et vous savez pas quoi leur répondre, versus c'est les développeurs qui vous préviennent en amont, il y a un pépin, voici, on est en train de déployer le fixe, et tu peux aller voir ce client, parce qu'il il a été impacté, forcément, eux, c'est vachement plus agréable. Et donc pour tout ça, moi je trouve que l'observabilité, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Enfin, un truc que j'ai pas pu montrer parce que il n'y a pas le temps, c'est qu'en plus, comme c'est standardisé, c'est hyper facile à installer. Donc c'est quelques libs et puis franchement, vous mettez un intercepteur pour pouvoir mettre vos erreurs 500 et vos 400 et puis voilà. Honnêtement, c'est très facile à installer et donc du coup, pour moi, c'est un outil qui est vraiment indispensable et qui a vraiment énormément de valeur. L'IA par-dessus, ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle va pouvoir lui apporter encore plus de valeur parce que on va pouvoir extraire d'infos de cette donnée. On va pouvoir anticiper des comportements encore plus en amont. On pourrait même imaginer avoir le cas de, j'en sais rien moi, de pouvoir, si vous avez des bug bounty ou des choses comme ça, eh bien vous allez pouvoir détecter ces comportements suspects. Enfin bref, c'est vraiment, je pense que ça va devenir encore plus puissant. On a aussi testé le fait de pouvoir traiter en automatique l'alerting. Quand vous avez une alerte qui pop, vous avez le message d'erreur et il a accès à tous les logs et toutes les infos, plus il a accès à tout votre code, il crée l'APR avec le fixe lui-même. Enfin bref. Donc pour moi, l'observabilité, c'est quelque chose qui a de plus en plus de valeur à être installé. Et donc, ça résout énormément des problèmes qu'on a. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et on a Et là, une c'est good. question dans le chat. Alors j'espère ne pas écorcher ton pseudo. Smariamen qui nous demande, pour cette partie IA, c'est des serveurs MCP qui interrogent Grafana. Ouais, je peux le montrer. Là, je sais pas si on a encore le time. Nous, Je peux on faire a une le démo temps. si tu veux. On a le temps. Vas-y, du coup, c'est plus parlant comme ça. Grosso modo, donc là, je vais reprendre mon cham d'alerting. Là, vous le voyez, là, c'est l'alerte que j'ai montré au tout début. Faut que tu zoomes. Si tu veux que les gens voient quelque chose, dis-toi bien que t'es pas dans la bonne résolution. Oui. Alors, c'était pas. Donc, c'est déjà. Hop, il y a 3 heures. Imaginons, j'ai ce bug là, tu vois, qui arrive. Donc, ce que je peux faire là, c'est que je vais copier simplement. Donc, l'adresse, ça va être celui-là, le lien. Ce que je peux faire là, c'est que je vais lancer mon agent. Donc là, je vais aller hop, hop. Donc là, c'est pas hyper important. Donc là, je vais juste lancer juste un petit terminal. Je vais hop, là aussi, je vais zoomer. Donc là, je lance ma version de Claude. Donc là, il est parti. Donc là, il va arriver comme ça. Donc là, je vais le mettre. Hop, attends, il est en /MCP. Est-ce qu'il est bon? Ouais, c'est bon. C'est juste mon GitHub. Donc là, je suis connecté au MCP Grafana. Ça veut dire que là, il a accès à tout ce que je veux. Donc ça, c'est super. Et donc, hop, je me suis bourré. Et donc là, je peux juste lui faire une commande pour lui dire, donc /fixbug from log, je lui donne juste l'adresse qui est là. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de regarder, en fait, il est en train de regarder, mais là, on peut même le regarder ce qu'il est en train de faire. Il est en train de choper tous les logs qu'il y a sur Grafana, il est en train de choper tout ce qu'il y a sur Loki, etc. Il a accès à toutes nos bases de code. Et donc là, si on le laisse faire le temps s'il y a d'autres questions, etc., en fait, là, il va nous trouver. Qu'est-ce que tu as dans ton skills fix bug from log? Mais je peux le montrer, ça aussi. Tu peux montrer si tu peux.
pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Claude, ils doivent se dire que c'est incroyable ce qu'il y a dans le skill, ça doit être fou. Ouais. Non, c'est Cuds, hein. Vas-y, c'est en train de se lancer. Hop. Patine Elle un est peu, rapide, Ryder. Hein. Ah, Ryder, c'est infernal. Mais là, je suis content qu'il y ait Claude. J'ai plus besoin d'IDE, mais... c'est particulièrement long, ouais. falloir que tu J'ai que zoomes 32 Go de fort. RAM. Hein. Ouais, je comprends. Ouais, c'est Va ça, c'est falloir que plus tu assez. zoomes fort si tu veux qu'on Ouais, je vais zoomer arrive à voir fort. Je quelque cherche chose. mon skill après je zoome. Skill, fix bug from log, il est là, mon skill.md. Vas-y, et on y va. Voilà. Est-ce que c'est lisible? Hop, Je pense pas. hop, hop. Allez. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Step 1, il extrait donc toutes les données. Là, ça va. Il utilise les MCP pour savoir les corelogs, les trucs comme ça. Ensuite, il chope toute la stack trace. Voilà. Analyse le bug. Tu me le fais en mode plan, parce que moi, j'ai pas voulu le faire en PR. Nous, par exemple, au boulot, on réfléchit tu sais, à la voir qui tourne en watch sur le truc. Typiquement, on pourrait imaginer le fait que genre, le 14 juillet, c'est férié pour nous, mais on a des clients genre en Suisse qui utilisent quand même l'appli. Et tu pourrais, toi, toi, t'es en congé, il y a un client qui a eu un problème le 14 juillet, t'arrives le 15, au matin, la PR, elle est prête. Parce que nous, dans le scope paiement, vu que c'est un truc critique, on est obligé de tout relire, le code qui est généré par Claude. Mais si vous êtes dans un truc pas critique, vous pouvez très bien voir le fixe qui est fait en auto, quoi. Et plutôt que le watch, tu peux trigger au moment où ton système de monitoring il envoie une alerte, ça peut être Claude qui la lit, quoi. Ouais, carrément, carrément, carrément. Voilà, et après, du coup, il me fait quoi? À la fin, si je suis OK, il me fait le commit et la PR avec tout ce qui va bien. Là, il est en train de pédaler, donc où est-ce qu'il en est? Là, il est en train de regarder le monde Battle Command Handler, parce qu'il a compris tout le problème. Donc, il sait bien que c'est un problème quand j'ai cliqué sur la bataille, donc il est au bon endroit. Et là, il est en train de finaliser le plan avec la correction du bug. Et moi, j'ai juste fait un truc un peu bête, donc un feature flag, donc throw une exception. Donc là, ce qu'il va me dire, globalement, c'est enlève le feature flag ou un truc un peu dans ce goût-là, quoi. Sachant qu'il y a un... Vas-y. On est d'accord que ton skill, tu l'as écrit en demandant à Claude de l'écrire. Bien sûr, oui, oui. Okay. Moi, Non, j'ai mais dit... Oui, pardon. tu dis bien sûr parce que c'est évident quand tu utilises, quand tu codes que comme ça depuis quelques mois. Quand c'est pas le cas, tu te dis ah oui, ça doit être très compliqué d'écrire ces fichiers-là. Non, l'écriture Ah de non, ces fichiers-là, c'est Claude, il faut un nouveau skill pour Claude. Il fait ça, ouais, ça, ça. complètement. Ouais. Et un autre cas d'usage avec l'IA qui est vraiment, vraiment cool, pareil, je l'ai utilisé hier. On avait un problème à un moment, tu sais, c'était notre déploiement. On a eu un souci à un moment où tu avais notre déploiement qui attendait un runner pendant plusieurs heures, tu vois. Et comme nous, on est notifié quand le déploiement il foire, quand t'as pas de notification, c'est que tout se passe bien. Et donc, on a tous mergé nos PR, c'est comme ça. Et puis, à un moment, tu vois, on se dit, putain, ça fait, je sais pas combien, 1 heure ou deux et tout, et tu fais, pourquoi mon dev, il est pas. Pourquoi est-ce qu'il est pas livré, tu vois? Et on se rend compte qu'on est en temps de runner à l'infini. Et donc, voilà, donc là, on règle le problème et tout. Et là, en fait, je me suis dit, je vais demander à Claude quelles sont les options pour pas que ça arrive. Et donc, du coup, il avait sorti avec un Watcher, un truc comme ça, enfin bref, voilà. Et il m'a sorti une autre option qui était beaucoup plus simple, parce qu'il a accès au MCP et tout. Il m'a dit, écoute, dans Prometheus, tu as une métrix qui est faite, toute faite, qui te permet de savoir si un workflow GitHub il est en train d'attendre ou pas. Et donc, si tu veux, je te fais une alerte pour que si ton deploy il prend plus de 40 minutes, par exemple, à attendre des runners, eh ben, je lui fais un ping, tu vois. Et c'était vraiment pas cher, ça, comme solution. Et donc, moi, j'avais aucune idée que cette métrique, elle existait. Je connaissais pas, j'aurais jamais su le faire tout seul, tu vois. Et bien là, il m'a fait une alerte sur étagère pour que dès que j'ai un déploiement qui attend des runners, voilà, ce genre de truc. Voilà. Et donc, sur la partie cloud, je sais plus qui posait la question, mais voilà le scénario. Donc là, il me dit quoi, t'as le feature flag qui est ici. Et il me dit juste, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu vires le feature flag, quoi. Et tu changes l'acceptance test qui a été fait parce que j'avais fait un petit test en même temps pour me dire que ça pète bien quand j'ai le feature flag. Et là, si je clique sur OK, il me fait la PR. Voilà. Si on pouvait aller jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben écoute, j'ai pas l'impression, mais n'hésitez pas à les poser si vous avez des questions maintenant, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que tu veux que je demande un rôti aux gens qui sont connectés et sur Ouais, Discord et sur Twitch? Ok. ouais, je Donc, suis chaud.
Return on time invested, une note de 0 à 5 de comment vous avez investi votre temps à regarder ce talk. 0, vous avez complètement perdu votre temps. Il faut aller vous déconnecter. C'est l'avantage, c'est que c'est plus facile de se déconnecter que de quitter une pièce en termes de convention sociale. Ça devrait être tout aussi facile, mais c'est un autre débat. Et 5, eh ben, vous ne pouviez pas bien mieux investir ce temps. N'hésitez pas à mettre des notes basses, vraiment, ça pose pas de problème, et nous, ça nous aide, et Maxime, ça l'aidera, parce que je crois que c'est une phrase que tu as envie de refaire, sur laquelle tu as envie d'investir. Donc n'hésitez pas, ne vous dites pas c'est méchant, etc. Non, c'est pas méchant, c'est factuel. Et un rôti, c'est comment vous l'avez vécu. C'est votre retour sur votre temps investi. Donc peut-être quand ce beau vendredi soir, vous étiez claqué, vous en aviez marre, et vous avez écouté d'une oreille, et vous n'avez pas pris tant que ça, parce que c'est vous. Donc voilà, je vous laisse mettre votre note dans le chat qui vous intéresse. Moi, je mets la mienne dans le chat Twitch. Et moi, je mets 1. Et souvent, on demande aux gens qui mettent des notes basses d'expliquer pourquoi. Donc, je peux expliquer mon 1. Je vais voir si j'ai d'autres notes qui pop. Les gens ont l'air timides. Moi, je mets 1 parce que c'est des choses que je connais, que j'ai pratiquées, qui sont... J'aurais aimé des choses plus avancées, plus poussées. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des choses plus poussées à raconter sur ça. C'est un sujet qui reste assez simple, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, pour moi, investissement de mon temps, des trucs connus, maîtrisés, sur cette stack ou sur d'autres. Voilà, je vois Gauthier qui a mis un 2, si vous l'expliquez, je vois un 2 de Flow aussi, si vous voulez expliquer, sinon je considérerais que c'est à peu près la même raison que moi. C'est la même Voilà. raison, ouais. Voilà, pareil, pas mal de redites, mais le sujet était bien couvert. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai changé de stack, donc je découvre Sentry, qui est un outil qui est vraiment pas cher et qui fait tout seul, et qui est blindé d'IA et qui te fait tes résumés d'IA dans Sentry, donc il y a encore plus rien à faire. Ce qui est rigolo, alors je sais pas si t'as ça, mais moi, une feature que je suis en train de bien apprécier, c'est de fournir un bouton signaler un bug dans l'appli, qui leur permet de créer un truc dans ton système d'alerting. Et ce truc, ils peuvent le mettre avec une capture. Ce qui est cool, c'est qu'au moins, ça t'envoie tout le contexte de quand est-ce qu'ils ont eu le bug. Alors nous, nos utilisateurs, ils l'utilisent et pour des bugs et pour des demandes de features. Mais en fait, je préfère largement avoir une demande de feature qui arrive avec, je sais sur quel browser il est, sur quelle page il est, sur quel truc précisément il est. C'est beaucoup plus facile. C'est un petit... Okay. C'est pas du monitoring et de l'alerting, mais en fait, ça atterrit dans les mêmes outils. Et c'est pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le corréler. Quand tu as un pépin, tu peux le corréler avec un pépin que tu as à côté, dans une trace à côté. Il y a Aliou qui nous dit très bonne éloquence, par contre, et donc inspirant. Et avec une petite typo sur la première phrase qui fait que ça aurait pu être mal interprété, Aliou, mais tu t'es corrigé. Très bonne était devenue très conne. L'erreur, la typo, l'accident bête. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez voir? N'hésitez pas à poser vos questions. Pendant que vous faites ça, je vais faire un peu la pub pour cette belle asso que sont les Crafters. Mardi prochain, et là je suis très étonné, nous avons un événement en présentiel où j'étais sûr que la salle allait être 100 fois trop petite. Et pour l'instant, on n'est même pas full. Donc je ne comprends pas. C'est un format que j'adore, qui est un Evil Mob. Donc c'est un peu le loup-garou du dev. En début de session, vous allez tirer un papier qui va déterminer si vous êtes good ou evil. Et ensuite, on va faire un mob. Donc c'est du développement à plusieurs, en groupe. Une personne est au clavier, suit les instructions d'une personne qui est à côté et qui lui dit quoi faire. À intervalles réguliers, on change de rôle. La personne qui était à côté passe au clavier. Quelqu'un dans la foule passe à côté, etc. Et on va faire ces rotations-là. Les gens qui ont le rôle good doivent permettre au groupe de terminer. Et les gens qui ont le rôle evil doivent saboter le groupe, mais sans se faire prendre. Et donc on peut utiliser tout un tas de choses, et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut utiliser des choses qui sont très admises dans l'industrie et qui permettent de très très bien saboter un groupe. Et on se fait pas prendre, parce que c'est normal, c'est des choses qui se font.
Donc voilà, c'est un petit jeu de rôle. On est dans le centre de Lyon. On sera chez Kaizen qui nous accueille. Donc mardi, si vous pouvez, je pense que c'est une session qui elle est vraiment intéressante. Après, c'est peut-être lié au fait que je l'ai annoncé un poil tard. On n'est pas à l'abri. Mais il reste de la place. Donc, viendez. Ensuite, il y aura des événements les 4 et 5e semaines de mars, mais ils ne sont pas encore calés, mais il y aura des événements, ils seront en ligne. Et enfin, on a annoncé Lyoncraft, qui sera sur 2 jours. Donc Lyoncraft, la conférence, c'est le 12 mai, et Lyoncraft, la Unconférence, c'est le 13 mai. La billetterie est ouverte, il reste des places. Il y a peu de choses qui ont été annoncées sur le programme. Il y a 2 slots qui ont été annoncés, mais voilà, on va continuer d'annoncer des choses, mais on a de plus en plus de choses. Si vous avez envie de sponsoriser, vous ou votre entreprise a envie de sponsoriser Lyoncraft, c'est avec grand plaisir, mais ne prenez pas en compte les prix qui sont sur le site. On va les changer à la baisse, pour s'adapter un peu plus à la nouvelle économie moderne des conférences. Donc les prix des conférences, on va les changer dans le week-end. On va mettre ça à jour. Mais les bénéfices resteront les mêmes, mais on va changer les prix. Qu'est-ce que j'oublie? On est pas mal, hein? On est pas mal. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin officielle de la soirée, qu'il y a une suite officieuse pour celles et ceux qui le souhaitent sur notre Discord, si vous voulez venir parler. Je sais pas, Maxime, si tu restes dans le coin. Yes. Yes. Si jamais, Alors, la semaine dernière, avec Maxime, on a longuement parlé du workflow Foulia que tu suivais, qui a beaucoup intéressé et passionné les gens. Si vous voulez venir parler de ça, c'est avec grand plaisir. Et puis sinon, bon week-end. Et je t'ai pas dit, je t'ai dit que les notes basses, mais il y a beaucoup de 3, beaucoup de 4 sur Twitch aussi. De 5 Ok. sur Twitch aussi. Excuse-moi, j'ai dit que les notes basses, c'était un peu violent. Non, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vois Gauthier dans le coin, donc il va faire le compte-rendu, tu auras tout ça. Il va faire le compte-rendu. Je sais pas, il y a le compte-rendu de la discussion de la semaine dernière? Bref, allez. On se trash pas entre orgas. À tout de suite sur Discord si vous voulez passer. Bon week-end sinon. Amusez-vous bien. Il y est. En plus, je suis juste mauvaise langue. Bonne soirée.